Eh bien, bienvenue à tous. Je vous propose du coup ce panorama d'une heure sur le zéro artificialisation nette. Donc, nous allons aborder à la fois les enjeux, les impacts et les leviers d'action à travers l'intervention donc de 3 experts. Donc, Ronan Le Delésir, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud, donc dans Morbihan, et qui a la double casquette d'expert et d'élu. Donc, il est élu en charge de l'environnement sur la commune de Crac, donc, qui est une commune sud-littorale. Nous avons également François Rieussec, donc, qui est président de l'UNAM, donc, et qui, voilà, vous connaissez l'UNAM, c'est l'Union nationale des aménageurs. Et nous avons également Jean-Baptiste Ray, donc, qui vient de nous rejoindre à l'instant. Donc, merci aussi, Jean-Baptiste, pour nous faire part de l'expérience d'EPAMarne. Et donc, vous êtes directeur général adjoint d'EPAMarne, qui est un grand territoire aux portes de Paris. Voilà, donc nous avons, on va dire, un Parisien, donc le représentant de l'UNAM, François Rieussec, est de Toulouse, et nous avons un Breton aussi. Donc, vous voyez, la France est bien là. Donc, il n'y a pas de polarisation ultra-parisienne. Donc, tous les territoires vont pouvoir, du coup, parler du zéro artificialisation nette. En tout cas, chaque intervenant a 10 minutes pour nous faire part de son expérience. Et nous aurons évidemment ce jeu de questions-réponses qui va arriver juste après. Et donc, pour resituer pourquoi finalement Urban Think Platform vous a proposé cette séance ce matin, eh bien, nous avons aujourd'hui une position de plateforme de solutions digitales et surtout d'aide à la décision pour la transition écologique et énergétique. C'est vrai que c'est notre mission d'accompagner à la fois les territoires, les aménageurs dans cette transition écologique énergétique. Et donc, nous avons développé des applications, notamment une qui s'appelle ThinkCity, qui a cet indicateur ZAN, justement. Et donc, on a vu que c'était très important voilà, d'être présent dans cet accompagnement sur cette thématique qui est prioritaire. Et on va le voir à travers cette intervention. Donc, Urban Think Platform est rattaché à un bureau d'études qui a 38 ans d'âge, d'expérience, c'est CETUR qui est basé à Rennes. Et aujourd'hui, grâce aux outils numériques, nous avons déjà une 50aine de projets accompagnés. Et la deuxième application qui s'appelle Atenergy a un focus, on va dire, plutôt orienté massification du mix énergétique à travers le solaire, et ça aussi pour tous les territoires de France. Donc, on est vraiment au cœur de l'actualité du moment avec une transition énergétique et, on va dire, une augmentation du prix de l'énergie. Et donc, la possibilité d'introduire un mix énergétique sur les territoires, dans les espaces urbains, est aussi une priorité. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'on fera un prochain webinaire sur cette thématique-là. En tout cas, aujourd'hui, nous avons une expertise reconnue à travers voilà, des acteurs que vous connaissez, comme le CEREMA, Enedis. Donc voilà, on a aussi été accompagné par des pôles images et réseaux au tout début de notre progression, en tout cas qui a été couronné par Chrysalide Numérique, parce que nous avons reçu un prix sur la gestion de la donnée et l'intelligence artificielle au mois de décembre 2021. Et donc, c'est aussi en tant qu'expert sur ce sujet que nous avons rassemblé un auditoire complet. Donc, je vous propose peut-être sur un petit slide là de mémoire de vous connecter au site internet. Si vous souhaitez approfondir le ZAN à travers l'application ThinkCity, c'est possible. Demandez-nous une démo, on se fera le plaisir voilà, de vous accorder voilà, le temps nécessaire pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Ou si vous êtes intéressé par l'énergie, cliquez sur Atenergy. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le sujet du jour, donc le zéro artificialisation nette. Donc le contexte, les objectifs. Donc c'est du coup la parole est donnée à Mourad Zerouki en tant que chef de projet économie circulaire, ENR et bilan carbone, qui va nous dresser le constat de la situation telle qu'elle se montre à nous aujourd'hui. Merci Mourad. Merci Gwenaëlle. Donc
quelques chiffres importants pour illustrer donc l'ampleur de ce phénomène en France. Donc, en France aujourd'hui, le phénomène d'artificialisation des sols représente à peu près environ 20 000 hectares d'espaces naturels agricoles forestiers consommés chaque année en France. Ce rythme de consommation connaît aujourd'hui une baisse tendancielle depuis 20 ans, grâce notamment à des efforts de pas mal de collectivités, à travers des documents d'urbanisme. Donc, ils ont mis en place des dispositifs pour lutter contre ce phénomène d'artificialisation des sols. On constate également que ce phénomène concerne tous les territoires et qu'il y a aujourd'hui une forte dynamique au niveau des espaces périurbains. Donc, quelques chiffres encore pour dire que ce phénomène est très polarisé. Donc, il est guidé par deux forces majeures, à savoir la métropolisation d'une part et l'attraction du littoral, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, on constate qu'il y a une forte dynamique de consommation d'espace autour du littoral, notamment autour de l'Atlantique et de l'arc méditerranéen, et autour des agglomérations. Donc, à l'inverse, la dynamique est plus modérée dans les régions qui connaissent un développement résidentiel moins soutenu, comme l'ancienne région, par exemple, Picarde ou le Champagne-Ardenne. Au niveau de la répartition au sein des aires urbaines, on constate par exemple que 60% de la consommation du foncier est destinée à l'extension urbaine et au mitage, et que 5% des communes qui sont en zone dite tendue totalisent à elles seules 39% de l'espace consommé, et que sur les communes en zone dite détendue, le taux s'élève à 61% des espaces artificialisés. Donc, on constate une forte dynamique de la consommation des fonciers au niveau des espaces périurbains. Je me permets ici de relever une particularité française qui est qu'aujourd'hui, la France est le champion de l'artificialisation en Europe. Aujourd'hui, si on compare la France, par exemple, à d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, aujourd'hui, en France, le taux est de 47 km² d'artificialiser pour 100 000 habitants, alors que pour l'Allemagne, on est sur 42 km² et pour l'Italie, de 40 km². Cette tendance s'explique par deux choses. La première, c'est qu'en France, le modèle culturel français chez les élus, c'est la consommation foncière. En tant qu'élu, je connais bien parce que je suis moi-même élu à la commune de Pompéan. Donc, on aime bien dire à la fin d'un mandat qu'on a construit tant de mètres carrés de surface commerciale supplémentaire, davantage de lotissement, etc., etc. Deuxième explication, en France, on a la réputation d'avoir beaucoup d'espace. Donc, la France, c'est l'un des plus grands pays d'Europe. Donc, les hectares de terrain sont moins chers. Donc, c'est plus propice, effectivement, pour mettre en place des projets d'aménagement sur des terres agricoles, malheureusement. Voilà. Donc, suite à ça, on peut dire que les documents aujourd'hui d'urbanisme ou le cadre légal et réglementaire aujourd'hui ne permet pas de parvenir à infléchir cette dynamique. D'où l'intérêt aussi de cette loi ZAN pour lutter contre l'artificialisation des sols. Cette loi a deux objectifs. Atteindre le ZAN des sols en 2050. Concrètement, en 2050, on ne pourra plus artificialiser une parcelle sans redonner une parcelle de même taille à la nature. Donc, bien évidemment, le législateur a mis en place un objectif intermédiaire de court terme qui consiste à diminuer par deux la consommation de l'espace d'ici 2030. Deuxième objectif, bien évidemment, de la loi, c'est de définir un nouveau modèle d'aménagement qui va concilier à la fois la maîtrise de l'étalement urbain, mais aussi le recyclage des friches, la préservation des espaces naturels
et forestiers. Donc voilà les objectifs de la loi. Maintenant, voilà l'objectif justement de cette table ronde qu'on va avoir maintenant, c'est de discuter avec nos professionnels des enjeux, des impacts de cette loi et aussi des leviers d'action pour accompagner, si vous voulez, les acteurs de l'aménagement sur la trajectoire ZAN. Maintenant, je rends la parole à Gwenaëlle pour animer cette table ronde. Et pour moi, on se retrouve tout à l'heure pour la séance questions-réponses. Donc, à tout à l'heure. Merci Mourad. Alors, maintenant, place à nos experts. Donc, je vous propose de découvrir Renan Le Délésir. Donc, il est enseignant-chercheur en aménagement du territoire et urbanisme à l'Université de Bretagne Sud. Donc, et il a la double fonction puisqu'il est également élu en charge de l'environnement. Alors, Renan, merci d'être là ce matin. Donc, vous êtes le premier à intervenir et c'est vrai que c'est normal puisque vous avez cette double compétence. Vous connaissez le sujet par votre métier et en plus, vous le pratiquez en tant qu'élu. Alors, est-ce que c'est facile d'avoir cette double compétence et de la concilier? Et comment vous vous y prenez? Est-ce que vous êtes entendu de vos élus collègues? Comment tout ça prend forme, en fait, sur le territoire de Crac, et du moins la communauté de communes qui est associée, et comment le ZAN, du coup, est impacté dans les collectivités que vous connaissez, et quels conseils vous donnez à nos auditeurs? Merci en tout cas. Merci. Eh ben, c'est à peu près 40 heures de cours, donc je ne vais pas faire ça en 40 heures de cours, hein, avec cette expérience. Donc oui, voilà, en effet, moi, ça fait mon 3e mandat d'élu. Je m'occupe quand même des questions d'urbanisme sur une commune littorale, donc je le vois aussi sur le prisme littoral. Hein. Je ferai attention peut-être à mes propos, je ne vais pas généraliser à l'échelle de la France, mais en tout cas, nous, en Bretagne, c'est un euphémisme de dire qu'on est sous pression, sur tous les côtés, hein, en termes de pression foncière, pression au niveau des logements. Moi, je suis sur une commune, une intercommunalité qui s'appelle Aurec-Quiberon-Terre-Atlantique. Donc, derrière Quiberon, vous voyez Carnac, vous voyez le golfe du Morbihan. Donc, en effet, je suis également premier vice-président du parc naturel régional du golfe du Morbihan, où depuis longtemps, là aussi, il y a des clés de lecture par rapport à cette question foncière et notamment de cette sobriété foncière. Donc, moi, j'ai 10 minutes, je vais aller assez vite. Mourad a un peu rappelé le contexte. Ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que ce ZAN, il suscite quand même des débats très intenses. Vous savez qu'actuellement au Sénat, il y a une saisine pour que les élus donnent leur avis sur ce sujet. Et j'aurais tendance à dire que de mettre à plat cette question de zéro artificialisation nette, il y a un mot qui est quand même crucial, c'est le mot artificialisation. Et ce mot artificialisation, il pose quand même un certain nombre de questions. Voilà, qu'est-ce qu'on y voit derrière le ZAN? Est-ce que c'est donner la priorité à la biodiversité, à l'imperméabilisation des sols? On voit qu'on est dans une société aujourd'hui aussi, et c'est important, hein, qui a aussi une casquette de prise en commission locale de l'eau. Donc nous, l'eau, les questions de ressources aussi naturelles par rapport à cette artificialisation et cette arrivée massive de population qu'on a sur notamment nos territoires littoraux, nous interrogent. Donc on a un problème déjà par rapport à ce ZAN de définition. Alors, elle est complexe. Moi, je suis un géographe. L'artificialisation, j'aurais une définition, mais on pourra en parler après plus tard. Mais quand même, on le voit, il y a une puissance aujourd'hui croissante, et notamment des systèmes d'information géographique qui permettent de nous montrer qu'en effet, il y a plus de construction. Moi, je suis sur un territoire où aujourd'hui, je n'ai plus de foncier, donc la question se pose d'une remobilisation du foncier ou la question de refaire la ville sur la ville, mais je vous le dis au regard d'une commune de 3500 habitants, je ne suis pas dans Rennes, je ne suis pas dans Nantes. Ça veut dire que là aussi, vous avez oublié un acteur qui est déterminant, c'est les habitants, de population, parce que vous dites les élus, les aménageurs, etc. Mais on a aussi des habitants. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je viens de faire un gros programme avec une maîtrise foncière sur le territoire pour l'implantation des jeunes. On a eu aussi des tensions palpables avec des populations qui ne veulent pas voir arriver des projets immobiliers qui sont plutôt dans des bulles aussi confortables, hein, au bord du littoral, avec des maisons à quelques milliers, centaines de milliers, voire de millions d'euros. Et en effet, cette promotion d'un nouvel habitat pour les jeunes sur des petits terrains, etc., déjà interpelle un certain nombre d'élus.
Donc, seulement pour vous dire que voilà, il n'y a pas de phénomène unique d'artificialisation ou d'extension urbaine. Ce que l'on voit dans certains territoires ne sont pas palpables dans les autres. Cette question de ZAN aussi interroge. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est énormément les territoires ruraux, littoraux, qui sont un peu ciblés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en effet, ce modèle de maison pavillonnaire, etc., qui est encore très présent, et je suis dans une région, aujourd'hui, on est champion de France de la maison pavillonnaire, 80%. Voilà, de notre parc de logement, c'est du logement pavillonnaire avec jardin. Eh bien, c'est une mutation, c'est clair. Mais aujourd'hui, quand mes parents construisaient sur 5000 m² il y a 40 ans, aujourd'hui, dans ma commune, c'est 250 m². Alors j'entends, hein, on me dit c'est des cages à lapins. Mais je pense que des gens qui vivent en espace urbain à Toulouse ou Montpellier, d'avoir une maison de ville avec 250 m² de jardin, c'est forcément un bien qui est très prisé. Donc, on est dans une situation aujourd'hui, où j'entends, moi, des critiques, des débats, qui n'empêchent pas que la lutte contre l'artificialisation, elle fait consensus. Je crois que tout le monde est d'accord. Manger des terres agricoles, des espaces naturels, ce n'est pas forcément la panacée. Il n'empêche quand même qu'il va falloir qu'on trouve une sorte de compromis dans cette question du ZAN. Et moi, j'aurais tendance à dire, le problème est donc moins de mettre en œuvre des extensions, de mettre un terme aux extensions urbaines, que de mieux aménager le territoire. Ça fait 20 ans que j'écrivais, attention, la question du foncier va être un enjeu majeur. On construisait, on mobilisait du foncier, ça ne posait pas de problème. On voit qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, aujourd'hui, on a un vrai souci de maîtrise foncière et de sobriété. Alors, quand je parlais de 40 ans, c'est 40 ans, là aussi, de lois qui sont passées en France. Je parle de la loi montagne, je parle de la loi littorale, parce que nous, on vit la loi littorale. Quelque chose que des ruraux derrière ne connaissent pas. Et je peux vous dire que par rapport à la question de ZAN, c'est quelque chose d'important. On a eu les lois SRU, on a eu les lois Allure, Élan, bon j'en fais grâce, et on a eu les lois le plan de biodiversité de 2018 qui a créé un peu cette loi de ZAN, ou cette réflexion sur le ZAN. Tout ça pour vous cadrer un peu le sujet, c'est que on est à l'aube d'un profond changement, certainement dans nos documents d'urbanisme, j'en parlerai juste à la fin de mon propos, mais aussi dans nos formalisations de projets d'habitat. Et moi, je le dis souvent, est-ce que cette France qu'on disait de propriétaire, cette France du pavillon comme le rêve absolu d'une vie va perdurer? Parce que moi, je le vois des gens dans ma commune, je vois des promoteurs, donc on en discutera, qui arrivent en disant, mais écoutez, moi je vous propose tel produit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui autour de Rennes, autour de Nantes. Bon, moi j'ai quand même un habitat à 95% de pavillonnaires, et donc ça veut dire que je ne suis pas contre, au contraire, je vois bien qu'on va être dans des mutations, mais vous voyez bien que là aussi il y a une approche sociale, sociétale, d'acceptabilité qu'il va falloir mettre au cœur du débat, et ce n'est pas que du data, des chiffres data, du tableau Excel pour dire, il y a tant de consommation, etc. Tout ça est encore à prendre avec des pincettes. Donc, 50% de consommation, Mourad le disait, c'est à partir de 10 ans avant la loi. Donc, ça veut dire on va commencer… déjà, on est dans le calcul de notre consommation d'espace, puisque si on prend le prorata, c'est d'être 2011-2021. Et puis maintenant, globalement, on consomme déjà de l'espace, donc ça serait à prendre en compte. La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, donc c'est bien la création, c'est entendu comme la création ou l'extension d'effectifs d'espaces urbanisés. Donc, en effet, on va essayer de préserver ces espaces naturels, ces espaces agricoles. Moi, je le vois aujourd'hui sur mes territoires, les espaces agricoles sont très importants. Il y a une forte pression aussi pour l'accession de terrains agricoles. Donc, il y a intérêt, en effet, à les protéger. Maintenant, je ne veux pas non plus handicaper, par exemple, ma commune demain en disant je ne vais pas pouvoir prendre 2 ou 3 hectares avec une maîtrise peut-être foncière très forte de la commune, mais en tout cas pour développer du logement pour mes jeunes. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a un gros souci, mais un peu partout en France, d'employabilité de population, et notamment de populations liées par mal à l'activité touristique. Le gros souci, c'est les loger. Moi, je n'ai plus de logement pour ces personnes-là. Donc, ça veut dire que là, on handicape aussi un territoire au niveau économique si on ne propose pas de logement. Donc, qu'est-ce qui va se poser à nous comme question? Et là, je fais un peu le retour de mes collègues. Qu'est-ce que veut dire l'artificialisation dans nos territoires? Certains, aujourd'hui, on a regardé une nomenclature qui nous a été fournie par l'État
où on va avoir les surfaces urbanisées, dans les surfaces artificialisées, les surfaces non artificialisées. Donc ça, on va le prendre en compte. Et en effet, on va mettre des indicateurs au niveau de nos intercos pour évaluer un petit peu cette artificialisation sur nos territoires. Et puis après, il y a des échéances. Et ça, ces échéances, on le voit bien, le législateur nous a mis un peu le couteau sous la gorge en disant, bon, il faut aller vite, allons-y, mettez-vous au travail, etc. Au niveau, on le verra, des conférences au niveau régional, etc. Bon, je voyais un de mes collègues, on en discutait. Voilà, qu'est-ce qu'on nous on va porter au niveau régional, comment on va être dans les arbitrages de foncier, voilà, comment on va différencier les territoires. Est-ce que les métropoles vont encore prendre plus de pouvoir ou plus d'espace et puis au détriment des territoires ruraux et littoraux? Bon, moi, j'ai tendance à penser qu'on fait un tout au niveau régional. On a besoin de nos métropoles, mais on a besoin aussi de nos territoires ruraux et littoraux. Donc, on voit bien que là, quand on regarde un petit peu les textes de loi, il y a une inscription de l'objectif ZAN dans les SRADET avant le 22 février 2024. Autant vous dire que c'est bientôt. Il y a le bloc communal aussi. Donc, avant le 22 octobre 2022, il faut avoir des propositions relatives à l'établissement d'objectifs régionaux en matière de réduction de l'artificialisation nette à définir en conférence des SCOT. Je peux vous dire que ça, c'est un peu du charabia pour certains de mes collègues en disant mais c'est quoi? Alors ça veut dire qu'au niveau régional, on va avoir des gens qui travaillent sur les SCOT qui vont se mettre d'accord et puis après on va relayer ça au niveau local. Il y a besoin quand même là encore de pédagogie et besoin de mettre des acteurs autour de la table. Je vois une évolution quand même très nette depuis longtemps, maintenant une vingtaine d'années des élus, où voilà, ils ont pris conscience de ces questions quand même d'urbanité, d'aménagement du territoire, là aussi de modèle urbain. On se balade aussi, on est dans des réseaux, on voit bien ce qui se passe un peu ailleurs. Donc c'est vrai qu'on est dans une mutation profonde aussi de notre façon de faire le territoire, parce qu'au-delà, je vous le dis aussi, de l'habitat, c'est nos zones d'activité. Et là, il y a un énorme travail à faire sur nos zones d'activité. On a beaucoup parlé de densification de l'habitat. Je peux vous dire, sur les zones d'activité, il y a du boulot, de mutualisation des parkings, etc. Et là aussi, on voit un changement sur des extensions dans les zones d'activité où on est de plus en plus vigilant parce que ça mange énormément, en effet, de terrain. Donc, je ne sais plus combien il me reste de temps. Là, j'ai écrit un article actuellement sur cette question de zéro artificialisation nette. Mon sentiment, c'est que je pense qu'on est voilà, à l'aube d'une vraie révolution parce qu'on prend conscience qu'en effet, on a abusé très clairement. Maintenant, il va falloir faire très attention sur ces questions de mixité sociale parce que moi, ce que j'ai un peu peur, et je le vois sur mon territoire, l'effet de réduire sans arrêt la limitation des surfaces urbanisées, on fait aussi que les prix se sont envolés. Les prix du foncier se sont envolés ou les prix de l'habitat. Je ne dis pas qu'il faut étaler, je dis seulement qu'il va falloir quand même réfléchir sur faire la ville, mais pour quel type de population et prendre en compte cette question de mixité. Parce qu'autrement, et notamment sur les littoraux, moi je vois je le dis, cette ségrégation sociale, cette ségrégation intergénérationnelle qui est en train de se passer, et ça pose quand même de vraies questions aussi du vivre ensemble. Et c'est ce que me relaient aussi pas mal d'habitants aujourd'hui en me disant, mais bon, toutes ces mesures, toutes ces lois, les plans locaux d'urbanisme, aujourd'hui on parle des PLUI, etc. Est-ce qu'on a la main pour définir demain aussi notre vivre ensemble? Et donc c'est plutôt un hymne à dire, en effet, vive la décentralisation, vive le travail sur le terrain. Je peux vous dire qu'être élu local, souvent dans des petites communes, moi, c'est des SMS tous les jours sur des problèmes d'urbanisme, c'est du vécu, c'est-à-dire que j'essaye de mettre en application un peu mes compétences, mais c'est extrêmement compliqué et complexe, sachant qu'en effet, on a des enjeux de changement climatique, nous on le vit, le trait de côte est en train de bouger, je ne vous parle pas des espaces urbanisés qui sont devant, peut-être qui seront sur l'eau dans 50 ans, donc il faut peut-être anticiper très rapidement. Donc on est dans des temps de mutation très profonds, ces mutations, et il va falloir prendre en compte aussi des enjeux d'acceptabilité sociale. Je vais arrêter là parce qu'après on débattra, mais je vais laisser un peu la place aux autres collègues pour exposer un peu leurs propos. Merci Ronan. Alors effectivement, je vous propose de poursuivre ce retour d'analyse de situation avec François Rieussec. Donc François
Vous êtes président de l'UNAM. Donc l'UNAM, c'est l'Union nationale des aménageurs. Donc vous êtes justement au cœur de cette préoccupation finalement de la construction de ces zones d'extension urbaine. Alors, l'UNAM a réfléchi, vous êtes le porte-parole ce matin de vos confrères. Pouvez-vous nous en dire plus? Quelles sont les solutions opérationnelles que vous avez peut-être déjà appliquées? Où est-ce que vous en êtes dans cette traduction du ZAN et sa faisabilité de traduction? Qu'en pensez-vous? Dites-nous tout. Merci. Oui, alors écoutez, merci de m'avoir invité. Pour reprendre ce que disait M. Le Délésir, je pense que tout n'est pas fini dans cette loi. Nous ne sommes pas des enfants, les élus locaux ne sont pas des gamins à l'école, et donc le Sénat est en train de reprendre ou de faire une grande étude sur l'application possible ou pas de cette loi climat-résilience dans sa partie urbanisme. Et je dirais qu'il faut que les élus eux-mêmes s'interrogent et reprennent ces interrogations pour les faire remonter à un état où on a eu le sentiment, pour avoir participé à une partie de la concertation avant la loi, qu'on est un peu, il y a eu précipitation pour sortir une loi et son application avant les grands enjeux des élections présidentielles, et donc il est temps, je dirais, de reposer le métier ou la loi sur le métier pour réinterroger les critères d'application. Donc en deux mots, il y a un vrai problème climatique, il y a un vrai problème d'utilisation des fonciers. On a sur ces questions beaucoup d'idées préconçues. Pour vous donner un exemple, enfin quelques chiffres, on a l'urbanisation de notre pays est en dessous des 9% du territoire, et 20 000 hectares, si ça paraît un chiffre important, cela représente 0,4 pour 1000 par an d'urbanisation du territoire, c'est-à-dire qu'en 30 ans de croissance démographique et urbaine, on urbaniserait 1%, 1,2% du territoire en plus. Donc il faut quand même resituer les enjeux. Et si la biodiversité a beaucoup souffert et continue d'être attaquée, est-ce que c'est par l'urbanisation ou par des pratiques d'une agriculture industrielle? Donc, vous voyez, enfin, je pense qu'il faut resituer les enjeux. Voir également que s'il y a eu des secteurs très consommateurs en foncier, il y en a d'autres qui ont fait des énormes efforts. On parlait de 50 000 hectares par an urbanisés, on se rend compte que c'est entre 30 et 20 000, que cette urbanisation est de plus en plus frugale. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Aller dans un sens de frugalité, de sobriété dans les usages que nous faisons et d'amélioration. Je pense qu'on est tous convaincus de la nécessité de ne pas disperser les fonciers, de recentrer les urbanisations autour des pôles urbains. Ensuite, je dirais qu'il y a une prise de conscience, d'autant plus avec la période de Covid, sur les modèles d'urbanisation. On a eu pendant 20 ans un modèle où les métropoles tiraient le jeu de l'urbanisme, si vous voulez. Et puis, on s'est rendu compte avec le Covid qu'il y avait d'autres territoires, qu'il n'y a pas que les quelques métropoles, et qu'à l'intérieur même d'ailleurs des métropoles, s'il y a un urbanisme de l'hyperdensité, c'est la couronne des métropoles qui a absorbé l'essentiel des croissances urbaines. Et même dans une métropole, on a plusieurs modèles d'urbanisme. Donc on ne peut pas prétendre qu'on va appliquer un seul modèle à tous les citoyens. Il n'y a pas de honte à habiter différents modèles. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations d'élus, je pense aux petites villes, aux villes moyennes, aux associations des maires ruraux aussi, qui présentent chacun des modèles différents et qui, tous ensemble, représentent 85% du territoire national, 85% de la population. Il n'y a que 15% des Français qui vivent dans une commune de plus de 200 000 habitants. C'est-à-dire dans les métropoles, dans les cœurs de métropoles, et encore,
une fois encore, tous n'habitent pas des immeubles de 5 ou 10 étages. Donc on est bien dans une diversité des modèles et une légitimité des différents modèles. Ensuite, chaque modèle peut s'améliorer et nous sommes, je viens sur le cœur de votre question, qui est comment faire. Donc, je crois que chaque modèle peut s'améliorer, peut densifier, avec conscience que les différents modes de production du logement ont des prix différents. Donc le collectif aujourd'hui, dans les grandes métropoles, sort des prix de 4 600 € du mètre carré habitable, alors que l'individuel est autour de 2 500 € du mètre carré. Pourquoi? Parce que les modes de production du bâtiment ont des prix différents. Et donc, on ne remplacera pas de l'individuel de grand logement de 113 mètres carrés par du collectif qui aujourd'hui est à de 55 mètres carrés moyen pour le neuf. Donc, vous voyez, il y a une légitimité aux différentes formes et on ne remplacera pas l'une par l'autre. Et donc aujourd'hui, notre question, c'est comment faire pour répondre aux enjeux climatiques, résilience et carbone, et continuer d'avoir un modèle économique qui permette de loger tous les citoyens tels qu'ils le souhaitent, tels qu'ils le désirent, et tels qu'ils en ont besoin. Et là encore, il faut interroger nos critères. Aujourd'hui, on nous parle d'avoir un critère carbone, c'est un critère essentiel pour la question climatique. Vous avez un autre critère qui est la santé des habitants. On sait que le mode d'habiter hyper-urbain n'est pas forcément favorable à la santé, que quand on superpose les cartes de densité urbaine avec les cartes de pollution, grosso modo, mis à part les grandes zones industrielles qui sont plus polluées, mais grosso modo, densité et pollution se superposent plus ou moins sur une carte d'agglomération. Donc, l'enjeu santé est important, et pour illustrer, dans un rayon de 1 km d'une voie de 15 000 véhicules par jour, vous avez 40% des enfants qui ont de l'asthme, contre 2% à la campagne. Or, un asthmatique coûte 800 € à la sécurité sociale. Donc, est-ce qu'une approche simplement densité résout tous les problèmes? À l'évidence, non. Donc, nous sommes obligés d'intégrer un ensemble de facteurs pour aboutir à des solutions pour nos concitoyens et nos différents territoires. Alors, pour entrer dans, je dirais, votre question qui est d'être positif et de trouver des modèles ou comment intervenir, nous posons plusieurs solutions. La première, c'est que les élus locaux, les élus en charge de la planification, réinterrogent la loi et fassent remonter les dysfonctionnements majeurs qu'on est en train d'organiser. Monsieur Le Délizir a cité les questions de prix. Sachez que simplement les fermetures foncières qui sont en cours ont fait monter les prix de 7% l'an passé, avant la guerre et les problèmes. Donc on est quand même sur un gros dysfonctionnement en termes économiques. La deuxième approche, pour nous, c'est au niveau de la planification. Chaque territoire doit mettre en place, et va mettre en place, puisque la loi a été votée et sera appliquée, un ensemble de planification entre les SRADET, les SCOT, les PLU, qui vont aboutir à de nouvelles planifications locales. Là encore, on a beaucoup pratiqué la dispersion foncière, c'est-à-dire l'éparpillement de secteurs constructibles qui ne faisaient pas de bruit dans les communes. On a fait des divisions à l'unité, 1000 m² à droite, 1000 m² à gauche, et c'est l'ensemble de ces additions, de ces pratiques qui a fait les additions de foncier consommé. Donc, au niveau de la planification, il faut réinterroger la façon de recentrer les secteurs urbanisables autour des pôles de développement, qui soient métropoles, petites villes, villes moyennes et ruraux. Chaque territoire peut éviter la dispersion et recentrer ces secteurs urbanisables pour en faire des secteurs de projet. Et quand je dis projet, pour moi, projet, c'est un mot lourd de sens, c'est-à-dire qu'on peut, à travers un projet urbain, quelle que soit sa taille,
intégrer un ensemble de fonctions sociales, c'est-à-dire du logement, de l'activité, mais aussi des services aux habitants. On a souvent construit des stations d'assainissement, des écoles, des pôles de sport, dans les projets ou grâce aux projets avec des participations financières. Donc on a un ensemble de fonctions qui permettent d'être intégrées dans un projet, la différence de la dispersion. Et lorsqu'on a des projets, aujourd'hui, on devra y intégrer les fonctions des sols et des fonctions, je dirais, climatiques et résilience. Alors, comment faire? La loi s'est fixée de sauvegarder ce qu'on appelle les fonctions des sols, parce que l'Europe, depuis 2008, a mené un ensemble d'études en faveur de la protection des sols, parce qu'il y a 4 fonctions des sols qui sont visées. C'est une fonction agronomique, une fonction de résilience climatique à travers l'évapotranspiration des plantes qui permet un rafraîchissement du climat. Une diversité biologique dans les sols est permise par tout le support végétal et animal. Et puis, la 4e, c'est un stockage carbone avec également le stockage hydrique qui permet, qui participe à la chaîne carbonée, la chaîne du vivant. Donc, on voit bien que ce sont des objectifs de fonctionnalité qui sont poursuivis et non pas une vision quantitative pure. La quantité est au service d'une vision fonctionnelle. Et ce que nous disons, ce que nous pratiquons, on est en train de mettre en œuvre des études pour pousser ce qui pourrait être un permis d'aménager bioclimatique. C'est-à-dire que on peut intégrer les fonctions des sols dans une opération et au lieu d'aller dans une division du territoire entre d'un côté l'agriculture, ce qu'on appelle les ENAF, hein, les zones naturelles, agricoles ou forestières, auxquelles on ne toucherait pas, mais qui sont quand même soumises à des pratiques qu'on sait avoir déjà divisé par 2 la richesse du vivant. Donc, plutôt que d'être dans cette division, ce que nous disons, c'est qu'il est possible d'intégrer ces fonctions des sols dans l'opération à travers, je cite comme ça, hein, une agriculture urbaine. Donc, il y a plusieurs systèmes de fermes urbaines. Ça peut être de l'aquaponie, de l'hydroponie, ça peut être du maraîchage urbain, du jardin partagé, etc. Aujourd'hui, le tiers de l'enveloppe urbaine en France est composé de parcs et jardins. Ce que l'INSEE, les statistiques classent comme parcs et jardins, donc, et 13 millions de parcs et jardins urbains qui sont classés comme artificialisés, eh bien, ces 13 millions de parcs et jardins produisent le quart de nos fruits et légumes consommés dans notre pays. Donc la ville n'est pas stérile. Donc, nous pouvons intégrer ces fonctions agronomiques, nous pouvons intégrer évidemment à travers les plantations d'alignement, à travers les haies, des parcs et jardins et des fonds de jardin, des parcs ou les jardins individuels ou collectifs. Nous pouvons intégrer la biodiversité, toute cette résilience climatique. Je rappelle qu'un arbre moyen évapotranspire 300 litres d'eau par jour. En moyenne, hein, mais un grand chêne fait 700 litres. Enfin, on n'a pas partout des grands chênes dans nos rues. Mais donc on a et 300 litres, ça représente une dizaine de climatiseurs individuels. Je vous donne des images. Donc on a une puissance de rafraîchissement qui est très importante à travers la végétation. Très bien. François, ça a été très intéressant votre présentation. J'ai tellement envie que les gens réagissent par rapport à ce que vous avez dit. Ah oui, il est moins 10. Je vous propose de garder encore, je sens que vous avez encore plein de choses à dire. Gardez-en un petit peu pour les questions, vous voulez bien? Très bien, très bien. Merci en tout cas pour cette présentation extrêmement, et ce point de vue très musclé dans sa démonstration. Alors maintenant,
Nous allons écouter Jean-Baptiste Ray, donc, qui est directeur général adjoint d'EPAMarne. Alors, EPAMarne est un très grand territoire. Je vais laisser le soin à Jean-Baptiste d'expliquer peut-être qu'est-ce qu'est l'EPAMarne, hein, comme vous le voyez ici sur cette carte, aux portes de Paris. Et du coup, donc, c'est un établissement public d'aménagement. Donc, c'est un territoire dans un territoire et avec des missions, des objectifs et aussi forcément une image d'exemplarité. Donc, comment EPAMarne envisage d'aborder le ZAN? Peut-être que vous avez aussi, vous, commencé à aborder des solutions opérationnelles. Donc, merci en tout cas de nous raconter un peu où vous en êtes. Merci Jean-Baptiste, à tout de suite. Bonjour à tous, vous m'entendez correctement? C'est bon? C'est parfait. Merci pour cette invitation et bonjour à tous. Alors pour présenter très rapidement ce qu'est EPAMarne et EPAFrance, donc nous sommes les établissements publics d'aménagement sur Marne-la-Vallée, donc le territoire de l'Est francilien. Beaucoup d'entre vous, voire tous, connaissent le territoire de Disney. Et donc pour résumer, EPAFrance s'occupe du territoire Val d'Europe Disney, à droite sur la tâche orange, et EPAMarne est l'établissement qui gère l'aménagement du secteur plus à l'ouest de cette tâche orange. Les équipes sont les mêmes, on est 130 collaborateurs à faire uniquement de l'aménagement, on ne fait pas de projet de superstructure, de mandat d'équipement, etc. Donc on est vraiment que sur l'aménagement urbain. Et notre périmètre d'intervention s'étale sur 44 communes, donc sur l'est de l'Île-de-France. Alors, ce qui est peut-être intéressant pour resituer un petit peu le contexte de l'artificialisation en Île-de-France, parce que quelque part, ce qui est intéressant peut-être pour vous, c'est d'avoir un retour d'expérience sur la manière dont nous, grands aménageurs publics, on appréhende ces enjeux de ZAN. La région Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, pardon, et la ville de Paris, c'est un peu plus de 2 millions. Sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France, 50% des espaces sont des terres agricoles et 25% des terres de l'Île-de-France sont des forêts. Sur ces forêts, 70% sont sous propriété privée. Donc, ce qui veut dire qu'on a un cadre de départ qui fixe quelque part les enjeux de l'étalement urbain, de l'extension urbaine et la notion de compensation environnementale. Nous, on est un opérateur d'aménagement créé dans les années 70, donc on a 50 ans cette année, et on est engagé aujourd'hui sur plus de 40 opérations d'aménagement en phase opérationnelle. Donc pour nous, une opération en phase opérationnelle, c'est la ZAC créée, les études opérationnelles en cours, les travaux d'espace public en cours, et ou la commercialisation des lots en cours. Et on a 16 opérations en cours de montage, donc ZAC non créé ou traité de concession d'aménagement non créé ou prise d'initiative non faite en conseil d'administration de l'établissement public. Et ce qui est extrêmement intéressant à voir dans notre évolution, c'est qu'il y a encore 10 ans, l'intégralité des opérations que nous menions était en extension urbaine, c'est-à-dire qu'elle répondait à un schéma directeur d'urbanisation qui avait été décidé dans les années 60. Et aujourd'hui, 50% de nos opérations en cours de montage sont en recyclage urbain. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, un opérateur historique de l'aménagement est en train de révolutionner son modèle d'intervention en allant réinterroger des tissus urbains existants que nous avons très souvent nous-mêmes développés dans les décennies antérieures. On a sur l'ensemble de nos opérations des grosses ambitions environnementales, c'est vrai, on est un prescripteur assez exigeant vis-à-vis des opérateurs immobiliers, on est un maître d'ouvrage assez exigeant vis-à-vis de nos maîtrises d'œuvre urbaines et paysagères et de nos entreprises. On a des convictions, on a un plan stratégique opérationnel qui nous engage sur plusieurs années, sur des enjeux de santé, de climat, de lien à la nature, de cohésion sociale et territoriale ou d'enjeux de mobilité. Et donc, ce sont des enjeux qu'on traduit concrètement dans toutes nos opérations et qui, sur la partie d'espace public, nous a, c'est vrai, mis quand même en condition d'anticiper un petit peu dès aujourd'hui les enjeux d'artificialisation des sols. Alors, pour vous donner
quelques exemples d'anticipation, si je peux le dire comme ça. Tout d'abord, la notion de pavillon dans le diffus. Alors, je ne vais pas faire de redite par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, qui était très riche en argumentation et illustration. Nous, aujourd'hui, notre stratégie, c'est que sur l'intégralité des opérations d'aménagement, on ne fait absolument plus de pavillon en mode diffus. C'est-à-dire qu'on est uniquement sur du pavillon en bande, sur du petit collectif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tout petit collectif type pavillon en bande? C'est va être une sorte de grand duplex avec une sorte de pavillon en rez-de-chaussée et un grand duplex au nord, au-dessus, avec une grande terrasse pour faire un lien aux espaces extérieurs pour le logement qui s'y développe. Le deuxième exemple d'intervention que nous menons, c'est sur la mutualisation des places de stationnement. On est déjà aujourd'hui engagé sur la création de parkings silos mutualisés sur nos projets résidentiels. Alors, on n'est pas le premier territoire, bien entendu, à faire ceci. Lille, par exemple, sur ses projets de résidentialisation d'anciens sites industriels, mène ces campagnes de développement de parkings silos mutualisés. Et pour nous, en fait, ça nous amène à rendre obligatoire quelque part l'acquisition de ces places pour les promoteurs, notamment de logements libres, qui vont venir développer des opérations à proximité immédiate de ces parkings silos. L'idée est vraiment d'être à 50 mètres, 100 mètres grand maximum, mais c'est vraiment la plupart du temps entre 20 et 50 mètres du parking. On est sous forme d'amodiation, c'est-à-dire qu'en fait, le promoteur qui vient ne va pas créer son second niveau de parking en sous-sol, ce qui du coup génère aussi un vrai atout pour la faisabilité des projets dans un contexte quand même de coûts techniques assez inquiétant sur les opérations immobilières. Et ça nous permet aussi d'économiser l'artificialisation d'espace pour faire des parkings en surface qui peuvent réellement être mutualisés sous forme de parking silo. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est quelque chose qui quelque part, va nous demander le plus de temps d'appropriation de la part des habitants et de nos élus clients. C'est la notion de densité et de hauteur. Je pense qu'une des raisons, alors moi je parle, je ne suis pas dans le contexte d'autres métropoles en région, là je suis vraiment dans le contexte de l'Île-de-France, donc en zone très tendue, et quelque part le territoire de Marne-la-Vallée est vraiment à l'interface entre la zone très très tendue de Paris et Première Couronne et la zone assez détendue, plus à l'est de la Seine-et-Marne. Donc c'est un territoire en fait qui a cet atout d'être très bien connecté en transport en commun, d'être très bien agrémenté de liens à la nature sur des espaces de cheminement, de prairies, de forêts. Donc on a une qualité de vie assez remarquable, et c'est vraiment une qualité qu'on souhaite maintenir. Et ce qu'on regarde vraiment avec beaucoup de satisfaction, c'est qu'on constate que sur beaucoup de projets d'aménagement, on urbanise beaucoup moins que ce qui était prévu dans les années 60-70 au premier schéma directeur d'urbanisation de Marne-la-Vallée. Et il est assez fréquent. Là, on a fait l'année dernière, en 2021, la signature d'un bail agricole sur 50 hectares sur un foncier qui, à l'origine, a été prévu en urbanisation, parce qu'on a vraiment cette vocation à vouloir anticiper au maximum ces enjeux de sobriété foncière. Donc sur ces questions de hauteur et densité, on sait très bien que sur les sujets de recyclage urbain notamment, ça va être un des enjeux, parce que l'économie d'un projet en recyclage urbain n'est pas du tout le même. Alors on parle souvent de rénovation urbaine, mais nous, sur un territoire comme nous, on a très peu de projets dits en rue, donc c'est vraiment des sujets de réinterrogation d'un tissu urbain existant. Et l'économie, elle est quand même souvent créée par rapport à de la densité. Et ça, aujourd'hui, sur des élus qui sont habitués sur un territoire comme le nôtre à du R+4, R+5 maximum, faire des projets signaux, bien qu'on n'ait pas de sujet de grand ensemble sur notre territoire de Marne-la-Vallée, contrairement à d'autres territoires de l'Île-de-France, on a quand même un vrai besoin d'appropriation, de pédagogie pour rendre accepter ce principe. Et puis un quatrième exemple d'anticipation que nous menons,
ce sont des projets d'agriculture urbaine que nous menons au plein cœur de projets urbains. On a des exemples, le projet le plus marquant et plus avancé, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur la ville de Montévrain, qui est juste à côté du Val d'Europe Disney. Bon, là, on a un projet de cœur agro-urbain développé sur 19 hectares, où on a fait, nous, la réserve foncière. On a mis à disposition gratuitement ce foncier pour faire derrière un appel à projet d'opérateurs agricoles pour venir faire du maraîchage, de la vente directe, pour faire aussi un intérêt par rapport au circuit court et à la qualité du programme alimentaire sur notre territoire. Voilà, donc ces 4 exemples donnés très rapidement, mais qui sont vraiment aujourd'hui dans nos fils conducteurs des projets urbains que nous développons, tant sur l'extension urbaine que sur le recyclage urbain. Quelque chose aussi que j'ai vraiment envie de partager avec vous, c'est que alors, je ne connais pas les ratios sur d'autres régions. Je connais par contre le ratio en Île-de-France qui dit que 75% des permis de construire qui se déposent chaque année en Île-de-France sont des projets en diffus, donc c'est-à-dire des projets sur des parcelles pavillonnaires ou plusieurs parcelles pavillonnaires qu'un opérateur a acquis et développe en opération collective, et 25% seulement de la production de logements en Île-de-France concerne des secteurs en aménagement. Quelque part, j'ai presque envie de dire que l'enjeu pour nous, il est quand même, pour nous tous, il est quand même plus sur les secteurs en diffus que sur les secteurs en aménagement. Pourquoi? Parce que quand je suis sur un secteur en aménagement, je traite une question d'échelle urbaine qui permet tout d'abord, une appropriation et une acceptabilité politique sur du pluriannuel, parce qu'un projet d'aménagement nous emmène sur 10, 20, voire parfois 30 ans. On a des projets qu'on a créés depuis plus de 30 ans et qui sont toujours actifs. On peut concevoir globalement les gros atouts de sobriété foncière sur un projet donc à une échelle qui nous permet justement de faire de l'économie foncière, ce qu'on n'est pas forcément en capacité de faire lorsqu'on est sur une échelle de diffus avec un opérateur qui va venir acheter 1, 2 ou 3 pavillons, qui va faire son opération résidentielle et qui sera très vite, je pense, avec la loi du ZAN, dans l'incapacité de faire de la compensation environnementale parce qu'il sera à une échelle urbaine trop restreinte. Et donc, nous, on pense que sans aller jusqu'à créer des opérations d'aménagement de 1000 logements à chaque fois, on pense vraiment qu'un des enjeux du ZAN, ça va être aussi d'accompagner les collectivités à forcer un traitement de l'échelle urbaine plus large que ce qu'on peut avoir aujourd'hui majoritairement sur la question du diffus. Ça appelle aussi un autre enjeu, et là, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que par la réglementation, c'est d'essayer de cadrer les coûts d'acquisition foncière dans le privé. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé dans les interventions précédentes d'envolée du prix du logement, mais parlons déjà de l'envolée des prix des acquisitions foncières. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, sur un territoire comme le nôtre, sur des zones tendues, on a quand même un jeu de surenchère systématique des acquéreurs fonciers qui viennent quelque part le matin faire une offre à un propriétaire d'un ou deux pavillons. On a un autre opérateur qui va venir l'après-midi surenchérir cette proposition. Je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de réguler ça, certainement de légiférer d'ailleurs, sur la manière de maîtriser les parcelles foncières, parce que qu'est-ce qui se passe quelque part? C'est que plus cette surenchère s'opère dans les zones tendues, plus les élus se retrouvent quelque part dans une position un peu inextricable d'être quelque part soumis à un chantage de densité ou de hauteur sur un nombre de logements et bien évidemment se retrouvent dans des situations finalement à être un maire bâtisseur, un maire constructeur, et pour autant, parfois, se retrouver dans des situations où, parce que le foncier a été acheté beaucoup trop cher, devoir accepter des projets qui sont franchement trop denses et qui ne garantissent pas la qualité de vie. Pour nous, en tant qu'aménageurs, la qualité de vie, c'est quoi? C'est bien évidemment d'avoir un choix des matériaux qui sont propices à la santé pour les habitants, c'est d'avoir une ergonomie des logements qui rendent les espaces vivables correctement. Je pense qu'on est tous sortis d'une période Covid en étant finalement extrêmement plus sensibilisés sur les enjeux d'accès à des espaces extérieurs pour chacun des logements, surtout dans les logements dits collectifs, d'être en capacité dans les logements d'offrir des espaces de télétravail bien dissociés des espaces de lieux de vie communs pour qu'on puisse travailler sereinement dans ce logement. Donc on est tous quand même, je pense, ressortis de ces 2 dernières années beaucoup plus sensibilisés. Alors ça a été évoqué précédemment, une des réponses a été de déménager
dans d'autres régions. Moi, dans une vision d'aménagement public, je suis assez vigilant sur cet aspect-là. Je pense que déménager sur un secteur avec une très faible offre de transport en commun, du coup, on va une nouvelle fois se repositionner dans un contexte d'extension urbaine, de consommation de terres agricoles, alors que je pense qu'on a déjà aujourd'hui la possibilité de densifier et de mieux aménager des secteurs qui sont bien raccordés par du transport en commun. Et là, je ne parle pas que de l'Île-de-France, je parle de toutes les régions qu'on peut avoir dans notre pays. Voilà à peu près les différents messages que je souhaitais vous passer, mais vraiment, cette question de l'accompagnement d'un territoire pour faire accepter une hauteur, une densité, pour mieux appréhender la sobriété foncière et donc du coup rendre aux habitants et aux usagers d'un territoire des espaces ouverts plutôt que des espaces construits, c'est quelque chose pour moi d'important. Je vais juste vous donner un dernier chiffre et après j'arrête. Sur un territoire comme le nôtre, on a des ambitions quantifiées sur les 5 années de 2020 à 2024. Et par exemple, un opérateur comme nous s'engage, dans le cadre de nos projets d'aménagement, à développer 215 hectares d'espace public. Et sur ces 215 hectares d'espace public, 150 hectares seront à dominante végétale et le reste uniquement à dominante minérale pour faire les voiries, les trottoirs, etc. Et chose importante également, un territoire comme le nôtre sera en 2024 en capacité de construire 1 km de pistes cyclables pour 1 km de voiries développées. Pour nous aussi, c'est un des enjeux de l'artificialisation, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en capacité d'offrir un service en bout à bout d'intermodalité pour du déplacement non véhicule particulier, entre guillemets, on ne sera pas en capacité de diminuer le nombre de voitures présentes dans nos villes. En fait, c'est ça, clairement. Alors, sur les villes comme Rennes, que je connais assez bien, effectivement, les choses sont bien organisées. Lyon, c'est pareil. Ça, on parle de grosses métropoles. Mais je pense qu'on est en capacité sur des villes, y compris sur des villes de 8000 habitants qu'on a, nous, sur l'est de notre périmètre d'intervention, d'offrir des continuités de bout à bout entre les zones résidentielles et les lieux de transport en commun. Et je pense que les pistes cyclables sont une des réponses réellement performantes pour pouvoir gérer ce service distanciel de bout à bout. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu les 10 minutes, si j'ai dépassé. Oui, c'est très bien, on est dans le timing. Merci Jean-Baptiste pour cette concrétisation, parce que du coup, vous avez déjà mené des actions extrêmement précises. Je vais peut-être poser la première question, je vais laisser le soin à Mourad après de relayer les questions du public et des auditeurs. Finalement, pour faire le lien avec l'intervention de François et Renan, par rapport à la pratique en fait que vous avez déjà initiée sur EPAMarne, est-ce que la population a été réceptive à ces choix? Puisque tout à l'heure, il a été évoqué qu'il ne fallait pas oublier l'usager, et c'est vrai, c'est quand même pour eux qu'on fait tout ça, sinon on ne serait pas là. Quel était le niveau de réceptivité? Est-ce qu'ils participent à ça ou est-ce qu'ils disent « Ok, dont acte, ce n'est pas notre problème » Est-ce qu'ils ont un esprit critique ou est-ce qu'ils… Enfin voilà, quelle est leur attitude en fait? La question est pour moi ou pour, oui. Étrangement, on a beaucoup de difficultés à faire accepter ces principes-là. Je vous donne un exemple très simple. On a tenté de faire la démonstration que pour un projet de belle hauteur, c'est un projet de 18 étages, on pouvait du coup ne consommer que 1/4 de la parcelle et offrir en 3/4 de la parcelle et en rez-de-chaussée actif aux habitants et usagers d'un territoire des espaces de détente, de partage et des commerces et des services de proximité. Et en fait, on a été confronté à une opposition locale très forte parce que les habitants qui habitaient aux terrasses des R+5 des logements construits des années avant ne voulaient absolument pas prendre le risque d'un vis-à-vis d'un bâtiment face à eux. Alors que, et je cite volontairement cet exemple, alors qu'on était sur un
îlot de ZAC qui était prévu en développement, qui avait toujours été prévu en développement, qui existait au moment où les bâtiments voisins ont été développés, qui est à 100 mètres d'une gare RER, donc autant dire que les dernières arrivées ne pouvaient pas être les dernières arrivées, parce que dans un projet urbain, bien évidemment, ce qui est proche d'une gare RER a vocation quand même à être développé et pas laissé en terre naturelle. C'est plutôt les espaces plutôt loin des transports en commun qu'on veut sauvegarder. Et ben en fait, on a été mis face à cette opposition locale. On a même fait des simulations pour démontrer que de toute façon, les mètres carrés prévus dans la ZAC pour cet îlot seraient faits, parce que c'est ce qui nous a aussi permis d'anticiper des frais pour faire des dépenses d'équipement public, d'espace urbain, parce qu'en fait, un aménageur en fait, se rémunère sur les ventes de charges foncières pour pouvoir faire des dépenses sur les équipements publics, sur des espaces urbains, et sur des aminosités. En fait, on s'est retrouvé du coup à devoir, mettre fin à ce projet d'économie de foncier, entre guillemets, via cette belle hauteur, et à reconcevoir un îlot qui est beaucoup moins environnementalement satisfaisant, parce que ça veut dire que je construis moins haut, bien entendu, mais j'étale beaucoup plus. Et donc, je ne rends pas au public tous les espaces urbains et tous les services en rez-de-chaussée que j'aurais pu offrir. On avait notamment un parking mutualisé aussi pour le stationnement. Voilà. Donc, c'est un exemple qui, pour moi, a été extrêmement frappant. C'est-à-dire que même sur un projet comme ça, on a été très anticipateur sur la concertation. C'est-à-dire que, par exemple, sur beaucoup de nos projets, on ne se suffit pas à de la concertation réglementaire qu'on fait typiquement dans le cadre des axes. On mène des concertations numériques via des sites Internet pour faire des modélisations de projets, pour que les gens puissent exprimer leur choix et puissent simuler les projets sur un site Internet. Donc, ça nous permet aussi d'élargir très sensiblement le panel de personnes qui vont venir s'exprimer sur le projet. Même en anticipant très tôt cette concertation, on a quelque part ce syndrome bien français qui est dernière arrivée, quoi. C'est-à-dire, en gros, je veux personne face à moi, alors que sociétalement, c'est totalement un non-sens de ne pas construire entre chez lui et une gare de transport en commun à 100 mètres, quoi. Voilà. Mais c'est un syndrome français. Je ne veux pas être très arrogant là-dessus, mais quelque part, c'est quelque chose qui va nous demander du temps. Mais vous voyez, je cite vraiment cet exemple parce que pour moi, il est important. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans cet établissement public. C'est vraiment l'exemple qui m'a marqué le plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le projet le plus intelligent. On avait même travaillé l'enjeu du vis-à-vis, de l'ensoleillement pour éviter les périodes d'ombre en phase d'hiver, etc. On avait vraiment tout simulé de manière très, très concrète et c'était juste un refus de base. Et aujourd'hui, les gens vont se retrouver dans 5 ans. Je dis 5 ans si jamais ils font encore l'audace de faire des refus sur des actions sur le permis de construire. Ils vont se retrouver avec des îlots dont ils ne pourront pas profiter en termes d'espace public, quoi. Voilà. Bon, alors ça c'est un vrai sujet. Alors ça rebondit sur l'introduction qu'a fait Ronan tout à l'heure. En tout cas, merci Jean-Baptiste de nous avoir raconté ce point. C'est clivant en fait. On sent qu'il y a un vrai dilemme là. Comment on peut mettre tout le monde d'accord en fait, parce que finalement on est bien dans l'intérêt général. Donc est-ce que l'intérêt particulier défendu par, on va dire, le propriétaire, l'habitant, l'usager, est vraiment à contresens de ce qu'il faut faire ou de ce que l'État souhaite faire. Comment on gère ça finalement? Qu'est-ce que vous en pensez, Ronan et François? François? Oui. Moi, je crois que c'est la question des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que, effectivement, les citoyens nationalement votent pour une protection générale, et puis localement, ils votent ou ils manifestent pour qu'on protège, qu'on empêche de faire. Donc derrière chez eux. Hein. Donc on est dans cette contradiction, et l'élu local, et c'est vraiment le sandwich, le cœur de sandwich, comment il est pris en étau. Et ce que nous disons, c'est pour sortir de ces injonctions contradictoires qui d'un côté s'exprime par les préfets qui demandent des densités que le maire accepte parce qu'il est pris lui à nouveau dans cette obligation du millefeuille administratif et réglementaire. Et puis, ensuite, il n'appliquera pas la densité qu'il a pourtant inscrite dans son PLU parce que il sait que les riverains vont s'y opposer. Et donc, c'est l'une des raisons qui alimente le manque foncier, et parce qu'on est dans des prévisions de densité de PLU qui ne se font jamais. Et donc, on est toujours en manque pour faire. Et pour sortir
de ces injonctions contradictoires, nous, ce que nous proposons, c'est de contractualiser entre les opérateurs et les élus locaux. Parce que nous sommes, nous, opérateurs, porteurs de la demande, ce qu'on peut appeler grossièrement le marché, hein, c'est-à-dire la demande des besoins, avec les prix, avec les bons modèles que cela représente, et puis avec les élus locaux qui sont en charge à la fois des populations qui les ont élus et puis de la cohérence urbaine. Donc, si on arrive à réaliser des contrats de projets qui seront transformés en opérations en même temps, je pense que c'est une bonne façon de sortir de l'imposition hiérarchique de l'État et puis après du refus local. Il faut qu'on mette ensemble ceux qui vont faire, c'est-à-dire le maire, l'opérateur. Donc, ça veut dire que le projet d'aménagement pourrait être un cadre un peu contractuel, c'est-à-dire qui compléterait une démarche de planification et qui caractériserait justement cette combinaison de solutions, comme a été évoqué par notamment celle que Jean-Baptiste et vous aussi vous avez évoquée. Ronan, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition très concrète? L'élaboration de ce code de PLH par des experts dans un milieu clos, ça ne marche plus. Il faut absolument qu'on mette autour de la table les opérateurs. Moi, je suis sur un territoire où il y a un opérateur qui vient. Au début, il me présente un projet, et je pars en négociation. Et on va trouver un équilibre. C'est là. Et notamment, quand il arrive avec un projet, en effet, R+3, R+4, on peut se dire, waouh, ça peut être violent quand on est dans un territoire, on ne connaît pas ce type de projet. Et pour autant, quand on travaille, eh ben, on va retravailler sur les densités, on va travailler, c'est un vrai travail souvent, moi je le dis, hein, de couture hein, dans nos espaces urbains aussi, c'est pas un projet qu'on plaque comme ça, il y a des formes urbaines qui existent, donc quand j'écoutais aussi bien Jean-Baptiste Ray que François Rieussec, moi je partage cette idée qu'il y ait une volonté politique, en tout cas, de dire, moi je veux tant de logements sociaux, je veux telle typologie d'habitat parce que c'est mon modèle. Tout ça, c'est peut-être à revisiter par rapport aussi à cette question de densité. Par exemple, nous, qu'on nous a imposé par le PLH, ou pas imposé, mais on est parti sur 28 à 30 logements à l'hectare. C'était une révolution. Et pour autant, on va le faire. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que moi, quand je vois mes habitants, au début, ils sont très contents de trouver du terrain. Maintenant, je ne règle que des problèmes de clôture. Quand je dis ça, ça devient affligeant. Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est le rôle d'un élu d'être, en effet, le tampon. Mais tout ça, j'aurais tendance à dire, c'est du travail de couture, de dentelle qu'on va faire dans nos espaces qui sont différents. Hein, j'entends bien sur les différentes présentations dans une métropole de Rennes, de Brest, on a aussi des typologies d'habitat qui sont différentes ou des typologies d'urbanisme. Donc, il faut absolument qu'on revienne à ce consensus et voir ce débat qu'on doit avoir au niveau local. Mais je ne vois pas des injonctions qui viennent du haut. Alors, on va nous donner une ligne, certes, mais je pense qu'il y a du débat local à avoir, que ce soit au niveau des intercos, des SCOT, des espaces de proximité. Ok, alors merci pour ce gros sujet. Alors, nous avons beaucoup de questions, on en a presque une vingtaine. On va avoir du mal à toutes vous les soumettre. Peut-être qu'on pourra peut-être faire une petite récap et essayer de répondre à chacun sur son adresse précise. En tout cas, peut-être pour résumer peut-être ce qui ressort des questions, il est évoqué la reconquête des friches industrielles. Est-ce que c'est représentatif? Y a-t-il assez de marge de manœuvre? Voilà, quelle serait la contribution de cet enjeu-là? Est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce qu'il est bien réparti sur le territoire national? Est-ce que ça a du sens de dire, OK, démarrons par les friches industrielles avant d'attaquer le reste? Donc ça, c'est un premier sujet. Je ne sais pas quel est celui qui est le plus à l'aise pour aborder ça en fonction de votre expérience. En tout cas, il y a aussi une question autour des coûts de réhabilitation et de densification des centres-bourgs. Hein, c'est ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Donc ça, c'est un deuxième gros sujet. Je vous propose de le traiter dans le quart d'heure. Et
Et bon, déjà, si on traite ces deux-là, je pense que ça peut être très intéressant. Après, il y a l'aspect des territoires ruraux. Voilà, peut-être on pourra terminer par ce troisième sujet. Alors, donc, les friches industrielles, est-ce que certains d'entre vous avaient peut-être un retour d'analyse sur ce potentiel? Qu'en pensez-vous? Alors, si je peux commencer, mais très rapidement, je pense que on ne doit pas être dans un dogme de systématiquement décider la réhabilitation d'une friche industrielle. Je vais même aller très loin dans ma réflexion. Nous, aujourd'hui, au niveau de notre établissement, on se dit même que peut-être qu'une friche industrielle devrait être laissée à l'état naturel pour favoriser le développement de la biodiversité à l'intérieur, plutôt que de dépenser des dizaines de millions d'euros de financement public pour aller faire équilibrer une opération d'aménagement, de réhabilitation d'un site industriel, qui finalement, quelque part, en termes d'usage et d'offre de logement, n'apportera pas plus que de construire un projet normal qui, de toute façon, fera l'objet de compensations environnementales à opérer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on a vraiment envie de faire passer des messages. On est, nous, sous tutelle ministère du Logement, et c'est vraiment des messages qu'on fait remonter en disant, mais voilà, j'ai un exemple qui m'a vraiment frappé. Sur l'île, on a l'exemple de projets qui, sur des bilans d'aménagement à 100 millions d'euros, sont à quasi 50% de financement public, voire plus si on y cumule les patrimoines que la collectivité réhabilite et garde en gestion derrière. Donc, moi, je m'interroge vraiment sur la pertinence d'aller systématiquement vouloir réhabiliter des friches, alors que quelque part, souvent, les friches, comme son nom l'indique, sont des lieux qui ont été délaissés depuis quelque temps, où une biodiversité s'est développée, et on pourrait justement considérer que cette biodiversité peut y rester de manière pérenne. Ça constitue une sorte de compensation parce qu'on va aller faire à côté un projet urbain sans avoir à toucher ce patrimoine environnemental qui est franchement parfois de qualité. On a bien évidemment, on a des dispositifs, le fonds friche que l'État français a mis en place permet d'aller équilibrer des opérations qui par définition ne s'équilibrent pas naturellement. Mais je pense qu'à un moment où on doit parler de la notion de sobriété, pensons aussi quelque part à raisonner intelligemment et optimiser économiquement les opérations en n'allant pas systématiquement taper tout ce qui existe en patrimoine existant, quoi. Ok. Oui, moi je peux compléter. Statistiquement, les friches ne sont pas du tout au niveau des besoins. Donc qu'il faille le faire, oui. Jean-Baptiste Rey a bien insisté sur l'interrogation à chaque fois de l'opportunité locale, mais comme nationalement c'est la banane ouest-sud qui se développe le plus, ce sont des régions qui ont peu, statistiquement, s'il vous plaît, d'histoire ancienne à réhabiliter, et donc on ne peut pas compter sur ce type de disposition. Voilà. Et puis, effectivement, il y a la balance des coûts qui est toujours interrogée. Ceci dit, la politique du gouvernement a été très efficace. La subvention a permis de faire là où on avait du mal à faire. Faut-il le maintenir? Oui, sans doute. Jusqu'à quand? Comment? Voilà, enfin, ça reste en question. Mais je voulais aussi rebondir sur la question. Ça pose la question des préalables. Lors de la rédaction de la loi, on était intervenu en demandant qu'il n'y ait pas mention de préalable. Vous savez, c'est-à-dire qu'on dit on ouvre une zone si on a au préalable déjà urbanisé ce qui était disponible. On ne peut pas, ce qui paraît logique au niveau intellectuel, ne l'est pas au niveau des stratégies des acteurs locaux. Vous avez des familles qui ont des patrimoines qu'ils ne veulent pas vendre pour l'instant, et donc dire ce patrimoine doit au préalable de toute ouverture ou de toute réalisation sur la commune ou dans le secteur être urbanisé. Vous voyez, la notion de préalable ne fonctionne pas quand on a affaire à des stratégies d'acteurs libres. Ok. Alors, il y avait la question aussi, on a parlé de la partie, on va dire, densité et urbanisation agglomérée forte. Quant à la partie plus rurale, vous avez plutôt illustré des réponses très urbaines. Est-ce qu'on peut retrouver, je dirais, le pendant sur des zones rurales? Est-ce qu'il y a des retours sur Crac, sur Aurec-Quiberon? Est-ce qu'il y a eu des expériences
plus rural, parce qu'en fait, on est quand même dans un front littoral, certes, mais quand même, on est dans une forme de ruralité, de petites communes. Est-ce que ça a été expérimenté? Est-ce que vous avez Et on est en pleine réflexion, hein. Moi, je suis dans un réseau aussi qui s'appelle Bruded, donc un réseau de communes rurales qui sont engagées dans les questions environnementales et du développement durable. On voit bien qu'on est en pleine réflexion, en effet, de reformuler nos façons d'aménager. Bon, l'OAP, par exemple, qui peut sembler des choses très, très faciles à faire dans les métropoles, avec des ZAC, quand on parle de ZAC. Moi, j'ai expérimenté la FUL, parce que la ZAC, je savais qu'il y aurait eu des blocages avec mes populations. La FUL, bon voilà, beaucoup de gens viennent la voir avec un vrai équilibre entre le privé, le public, avec mes opérateurs. Donc, quand je le dis ça, on a des solutions, quoi. J'ai tendance à penser à chaque fois qu'on dit qu'on invente des nouveaux outils, les outils existent. Maintenant, il y a une volonté, voilà, je vous le dis aussi, un courage politique qu'il faut avoir. Moi, j'assume ma volonté d'avoir sur certains terrains une maîtrise publique, que je sois aussi prescripteur d'un certain nombre d'enjeux. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on travaille avec, en effet, nos opérateurs. Alors, je sais bien que c'est plus facile de venir chez nous en zone littorale tendue et de faire des projets que d'aller peut-être dans les milieux ruraux. Là, on voit quand même toute cette... Et je pense que ça va un peu dans le sens de la ZAN, hein, cette idée aussi des lois qui se sont succédées de dire il faut renforcer ces petites villes-centres, ces petits bourgs, etc. Où on a vu en effet des opérations, moi je le dis, catastrophiques, des lotissements faits à la va-vite alors qu'on aurait pu faire des vrais projets d'aménagement. Bon, maintenant il y a un autre regard, on revoit cette volonté aussi de retravailler nos centres-bourgs, de remettre du commerce en centre-bourg. Alors voilà, faut faire attention, hein, je fais une grosse étude sur le Covid, alors il y a des études POPSU, mais moi je le fais à l'échelle de mon territoire d'ACTA. Il y a quand même, nous on a vu arriver des gens des métropoles, alors pas forcément que des Parisiens, je le dis pour les Bretons, c'est aussi des métropoles de Rennes, de Nantes, des quadras là, qui aussi cherchent autre chose, un autre espace de vie. Et si je leur dis demain, bah voilà, vous venez, mais pour habiter un appartement, voilà, ça leur posera quand même un certain nombre de questions. Ils viennent chercher quand même autre chose. Il n'empêche que, voilà, moi je ne vais pas refaire un plan local d'urbanisme tous les 5 ans. Et Guénel, tu le sais certainement, faire un plan, voilà, c'est 5 ans, c'est du débat, oui. On le voit bien que déjà nous, on arrive à un stade où il faudrait reconstruire autre chose. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience quand même de tous ces sujets d'artificialisation. Mais je suis un peu d'accord, je suis vraiment d'accord avec François Ruyossec. Attention au préalable. Moi, j'ai vu les premières analyses qu'on faisait sur le foncier, je suis un géographe. Les photos aériennes où on m'a mis mon jardin de 500 mètres carrés au cœur du bourg en me disant demain, là, c'est artificiel, voilà, ça pourrait être artificialisé ou on va en mettre je sais pas, une maison. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait de l'aménagement. On travaille avec des acteurs, on va sur le terrain et on prend pas des enveloppes en disant, bah là, il y a 800 mètres carrés à urbaniser et si vous les avez pas urbanisés, bah, vous n'aurez pas le droit de vous étendre. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut venir sur le terrain, travailler, comme je le disais, faire de la couture, de dentelle, s'entourer aussi, je dis, d'expertise, parce que le gros souci qu'on a eu, et je le redis, alors moi, je suis un universitaire, mais dans nos communes, souvent à 3500, on n'a pas de personnel, on n'a rien, c'est l'élu local qui est confronté un peu à tous ces choix. Donc en effet, on a des intercommunalités, etc. Mais attention, hein, cette idée de la France uniforme avec plein de spécialistes à tous les niveaux, c'est pas vrai. On se dote au niveau de nos intercommunalités d'une puissance d'expertise, de techniciens qui nous aident, qui travaillent aussi avec nous pour parler aux bailleurs, pour parler aux promoteurs, etc., parce que c'est un langage aussi, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent maîtrisent tous les acronymes qui touchent le logement, mais je peux vous dire que c'est aussi, voilà, c'est complexe. Moi, honnêtement, si j'en parle au conseil municipal, où on est 23 du ZAN, j'en ai 19 qui me regardent en disant, tu parles de quoi là? C'est quoi ton truc là? Et pour autant, le plus grand moment de démocratie qu'on a dans nos communes, c'est l'élaboration du PLU. Alors en effet, certains vont me parler du PLUI, etc. Voilà, je voudrais bien qu'on ait une expertise par rapport au PLUI. Je peux vous dire, pour ceux qui habitent Rennes, je crois que le PLUI de Rennes, il fait je ne sais pas combien de mètres de linéaire. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais voilà, moi, par un moment donné, ça n'a plus aucun sens. Voilà, c'est des grandes orientations, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est au niveau local? C'est là où il y a une réponse. Donc, je pense qu'il y aura en effet, et on le voit au niveau du Sénat, la ruralité ou les communes rurales et notamment littorales s'interrogent. Et puis, il y a un petit point dont on n'a pas parlé, j'aimerais juste le dire, mais je ne veux pas qu'on sacralise là-dessus, mais la question fiscale.
On a enlevé la taxe d'habitation et en gros, aujourd'hui, on a, je dirais, le moteur de nos collectivités ou le petit, le point où on peut jouer aussi au niveau financier pour nos communes, c'est le foncier. Et donc, si on nous dit demain, bah, faut moins consommer, il y a beaucoup de communes qui me disent, mais Ronan, mais comment on va faire? Ça veut dire que c'est notre seul moyen de pouvoir, voilà, pouvoir se développer, c'est de pouvoir capter un peu d'argent. Bah, comment on fait? Et donc là aussi, alors je veux pas mettre, voilà, je veux pas que la fiscalité soit un blocage pour parler de cette question d'artificialisation qui est, comme François Yaosseg l'a dit, un enjeu très important par rapport à la résilience de nos territoires, du changement climatique, etc. Mais quand même, là aussi, il y aura forcément un arbitrage à avoir au niveau fiscal parce qu'il va y avoir un blocage automatique de beaucoup d'élus sur ce sujet. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il est déjà 12h24, c'est passionnant, on a envie de encore plein de choses et de poser beaucoup de questions. Il y a une suggestion, alors je ne sais pas comment l'interpréter, est-ce que c'est déjà une expérience, mais alors je ne vais pas la nommer parce que du coup, elle se reconnaîtra, c'est quelqu'un qui travaille dans une SEM aussi et qui parle en fait de la séparation, si je puis dire, de la propriété foncière de celle du bâti. Est-ce que ça a du sens de créer cette, entre guillemets, ce regard-là différent financièrement? Évidemment, les établissements publics fonciers sont là aussi pour acheter du foncier et le servir après aux collectivités. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport à ça? Puisqu'en fait, l'enjeu quand même, c'est à la fois de maîtriser le prix du foncier et de maîtriser le prix de sortie. Donc, il faut maîtriser aux deux bouts, si je puis dire, de la chaîne de valeur. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous a une petite expérience là-dessus? Ouais, c'est une question intéressante. Alors nous, on mène désormais plusieurs opérations en BRS, hein, donc BRL solidaire, qui permet du coup, en faisant intervenir un office foncier solidaire, de garder, de faire maîtriser entre guillemets à long terme le foncier, tout en permettant du coup un coût d'acquisition de logement inférieur pour des acquéreurs qui ne pourraient pas s'offrir cette surface-là parce qu'on est en zone tendue et que le prix au mètre carré est trop cher pour cette capacité. Nous, par exemple, dans nos consultations publiques qu'on mène pour les opérateurs, on refuse toute offre de BRS qui ne soit pas au moins à 30% inférieure au prix du marché du logement classique. Donc au moins, on est sûr de donner l'opportunité d'acquisition pour des familles qui ne pourraient pas avoir une pièce en plus ou un espace plus grand pour accueillir leur famille. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Ça, c'est le premier élément de réponse sur la partie résidentielle. Sur la partie économique, on commence nous-mêmes, et pourtant des zones d'activité économique, on en fait beaucoup, à se poser la question de créer notre propre foncière pour pouvoir maîtriser le foncier d'activité économique, parce qu'on se dit quelque part, est-ce que c'est vraiment pertinent de développer des coques de bâtiments économiques sur le long terme, alors que on le voit bien aujourd'hui sur nos zones les plus tendues près de Paris, où on intervient. L'enjeu, il est aussi de développer des zones d'activité mixtes économiques résidentielles pour pouvoir, on sait aujourd'hui qu'il y a de la mixité, de l'hybridation d'usage qui est tout à fait possible pour faire du logement avec de l'activité économique et que ça fonctionne, parce que notamment, je pense juste dans le temps, je parlais du stationnement, mais typiquement, c'est tout à fait pertinent d'imaginer que le stationnement pour la zone d'activité économique de la journée soit le stationnement pour la zone résidentielle le soir. Et donc, voilà, juste pour répondre en tout cas sur la partie résidentielle, oui, là on est déjà engagé nous sur plusieurs opérations en BRS et c'est un modèle qui nous intéresse. Sur la partie activité économique, on est en pleine réflexion pour savoir si quelque part un opérateur comme nous qui a vocation à quand même être maintenu sur un territoire, quelles que soient ses formes, parce que on peut très bien ne plus demain être rattaché à l'État et être rattaché des collectivités sous forme de sociétés publiques locales. Donc c'est tout à fait possible. Et donc on pense que c'est un modèle qui pourrait être tout à fait expérimenté chez nous, à maîtriser le foncier économique pour pouvoir gérer dans le temps, même à long terme, l'évolution ou le besoin d'évolutivité des parcelles foncières développées. Très bien. Ouais, je pense qu'il y a une vraie piste là. Ouais, François? Votre son, on ne vous entend pas. On a une pratique, enfin, un avis un petit peu différent. Le BRS et les OFS tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui reportent ad vitam aeternam, si vous voulez, la part du foncier. C'est-à-dire qu'on ne cesse de le payer par un loyer. Et donc, à l'arrivée, l'addition n'est pas moins chère que de la payer d'une façon ou d'une autre. C'est un report qui n'en finit pas.
on avait pratiqué en 2007 le pass foncier, qui était une dissociation temporaire. C'est-à-dire que le foncier était porté par un organisme de financement social pendant 20 ans. Et ensuite, il était remboursé. C'était un différé d'achat, en quelque sorte. Et cette solution nous paraîtrait plus intéressante pour les acquéreurs, parce qu'il y aurait le double effet à la fois du report et donc de la baisse de prix faciale, et puis l'acquisition finale, qui est quand même la sécurité pour l'acquéreur. Oui, c'est simple. De ne pas être propriétaire que d'un mur qui ne vaudrait rien à l'arrivée parce que le mur se déprécie, mais d'être aussi propriétaire de la base foncière qui a une valeur qui perdure. Voilà. Et ça permettrait de ne pas avoir aussi des organismes fonciers plombés par des valeurs foncières vous voyez, qui risqueraient d'être mises en cause en l'avenir. Donc voilà un petit peu, donc on pourrait appeler ça, c'est une proposition de loi, si vous voulez, que nous faisons actuellement sur cette dissociation foncier-bâti. Très bien, merci. C'était une bonne question. Merci. C'est Isabelle Caron qui l'a proposé. Donc, Ronan, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Non, non, mais sur le bail social solidaire, on le voit, réel solidaire, c'est tous les débats qu'on a dans les intercos, de monter des offices, etc. Ouais. On sent... Ah, on ne vous entend plus. Alors, effectivement, je saisis la balle au bon. Il y a de plus en plus dans les départements une fusion entre les SEM et les bailleurs sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est partout en France, en tout cas en Bretagne, c'est très net. Je vois que Ronan est toujours figé dans son image. Vous nous entendez, Ronan? Non, je crois qu'on l'a perdu. Bon, écoutez, de toute manière, vous êtes revenu? Vous êtes là? Ça y est, c'est bon, non? Vous m'entendez? Ah oui, non, en fait, l'image s'est figée, on ne vous entendez plus. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Non, mais je voulais dire un dernier mot quand même, et c'est François Grasset qui en a parlé. Tous nos débats là d'artificialisation, d'habitat, il y a quand même derrière un projet. Il faut un projet de territoire parce que tout va être lié. Moi, c'est pas la peine que je fasse de l'habitat, j'entendais des maires s'il n'y a pas d'activité économique. Quand on est comme mon territoire, dans une économie très résidentielle, avec très liée quand même à la villégiature. Derrière, il faut aussi proposer de l'emploi à ceux qui vont s'en occuper de toutes ces populations. Donc, quand je dis ça, il y a quand même un projet de territoire, et on a entendu parler de mutualisation, de déplacement doux. Voilà, c'est l'échelle communale aujourd'hui, parce que souvent c'est l'échelle de base, mais c'est les intercommunalités, c'est les SCOT, c'est en effet des STRADET. Voilà, il y a quand même une nécessité d'un projet. Et ce projet-là, il se fait avec des bailleurs sociaux, des opérateurs privés, voilà, un certain nombre d'acteurs. Et je le dis parce que souvent, on rentre par des approches très sectorielles. Et moi, si je fais une politique du logement sur la commune ou on travaille sur l'interco avec un programme local de l'habitat, c'est aussi pour un projet de territoire. Et c'est là qu'en effet, on doit mettre autour de la table tous les acteurs. Très bien. En tout cas, merci. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, on a envie de continuer. En tout cas, je vous propose de continuer peut-être dans vos territoires à animer ce débat, peut-être en étant très pédagogue. On a bien senti que la population n'est pas toujours réceptive à ces grandes idées. L'État donne un fil conducteur, mais sur le terrain, on va dire, ça patine un peu. Peut-être faut-il passer justement par des outils d'aide à la décision qui sont plutôt plus visuels, qui traduisent en fait une pensée, qui la rendent très pédagogique. Et donc, voilà, notre petit rôle à nous, notre contribution à ce grand sujet du ZAN, c'est de vous permettre justement, grâce à la visualisation, à la data visualisation et notamment l'application SingCity. Donc, voilà, nous, c'est notre lecture. Alors, bien sûr, on reste des techniciens. C'est jamais l'application ni nous, en tant qu'acteurs professionnels, qui décidons pour les élus, pour les aménageurs. Mais voilà, on pense que le numérique peut rendre service dans cette visualisation dynamique et interactive et du coup, créer cette confiance vis-à-vis de la population pour que justement, ça les aide à mieux comprendre et donc du coup, mieux adhérer et participer à cette transition écologique et énergétique parce qu'en fait, c'est quand même l'affaire de nous tous. En tout cas, j'espère que ce débat vous a permis peut-être d'en apprendre plus. Merci à tous les trois d'avoir été très concrets dans vos illustrations. C'était vraiment très intéressant.
Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à participer. Alors, on a presque franchi les 90 participants, donc, enfin connectés, j'entends. Donc, les autres 90 qui sont inscrits reliront ça, on va dire, dans leur temps libre. En tout cas, merci à tous d'avoir été fidèles, d'être restés jusqu'au bout. Et puis, on vous souhaite, voilà, bonne transition énergétique et climatique. Et au prochain webinaire et à très bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci à tous les trois. Au revoir. Au revoir.